Bonjour mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur la recherche médicale et la santé. Avant de donner la parole à nos intervenants, que je remercie d'être venus ici, et avant de vous donner la parole aussi pour quelques questions, je voudrais brièvement introduire ce débat. Je n'insisterai pas évidemment sur l'importance de la recherche médicale. Nous savons tous que les progrès de la médecine et la recherche en médecine sont responsables largement de l'amélioration de la qualité de vie dans le monde entier. Néanmoins, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. J'ai parcouru le bilan sanitaire 2008 que vient de publier l'OMS il y a quelques semaines, et le tableau est assez sombre. J'ai noté notamment que l'espérance de vie en Europe stagne, après une amélioration assez notable au cours du siècle passé. La durée de vie, donc, ne s'améliore plus en Europe. Dans le monde, on doit bien constater que des épidémies continuent à faire des ravages importants et que certaines maladies n'ont pas à l'heure actuelle de traitement complet, en tout cas. Et enfin, on constate aussi une bipolarisation du monde, avec d'un côté des pays en développement qui souffrent de maladies liées à la pauvreté, et de l'autre côté des pays industrialisés comme les nôtres, qui souffrent de trop de richesses finalement, qui sont malades de trop de richesses. Alors je voudrais d'abord donner la parole à monsieur Gilbert Lenoir, qui est directeur de recherche de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy et vice-président de Cancer Campus, de nous faire un peu le point sur les recherches sur le cancer et de nous dire quand cette maladie sera-t-elle guérie définitivement. Je ne sais pas si je vais répondre à la deuxième question. Permettez-moi d'abord de situer le problème de la recherche et de l'innovation dans le domaine biomédical. Au niveau individuel, pour chacun d'entre nous, la santé, ça n'a pas de prix. Au niveau sociétal, ça a un coût. Et ce coût est de plus en plus lourd. Assurance maladie, déficit des hôpitaux. Et par contre, à l'occasion de ce salon, ce que l'on voit très bien aussi, c'est que actuellement, la santé est un formidable moteur de l'économie. Si les nouvelles molécules, si les nouveaux appareillages sont construits à partir d'innovations qui ont été développées dans nos pays, la France, l'Europe, nous générons une économie du savoir qui est importante, avec un marché qui est grandissant. Vous l'avez bien indiqué, le marché est là, des nouvelles maladies apparaissent, des grandes pathologies sont des enjeux sociétaux importants. C'est la logique des pôles de compétitivité, c'est la logique de renforcer une recherche s'appuyant sur de la formation, de la recherche amont, et mettant ensuite ensemble l'ensemble des acteurs, publics, privés, qui peuvent générer cette innovation. Donc, vous voyez, j'ai à la fois, dans la recherche sur la santé, un point de la lourdeur, gérer nos hôpitaux, nos structures de soins, de prévention, et d'un autre côté, de dire, si nous finançons bien notre recherche, publique et privée, nous avons là un enjeu de taille où on doit se positionner, où on peut se positionner par rapport aux États-Unis, grands leaders, et aux pays asiatiques émergents. Deuxième point, je prends l'exemple du cancer, mais il s'applique à peu près à toutes les autres pathologies, et je pense qu'Alice Dautry, au nom des maladies infectieuses, et José Sahel, par exemple, sur les maladies neurosensorielles, peuvent aller dans le même sens. Et d'ailleurs, l'exemple que je vais prendre, c'est sur les maladies infectieuses. En médecine, actuellement, nous avons deux grands atouts dans le développement pour régler le problème de ces pathologies et l'aborder de façon très structurée. Première chose, la biologie, les découvertes en biologie ont été telles que nous avons maintenant les bases pour développer de nouveaux médicaments, de nouveaux appareillages, de nouveaux outils diagnostiques. Je me plais de dire qu'on est entre Pasteur, la découverte des microbes, et Fleming, la mise en œuvre des antibiotiques. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de traiter ce
qu'on appelle nous le phénotype, la maladie. Est-ce que c'est le poumon qui est atteint, je vais traiter le poumon, ou est-ce que je vais traiter le primum movens, l'agent infectieux? Eh bien, dans le domaine du cancer, depuis 25 ans à peu près, nous connaissons les bases biologiques, les éléments fondamentaux, et donc nous sommes maintenant déjà dans la phase Fleming. Nous développons tous les jours de nouveau les médicaments. Nous, c'est-à-dire la recherche amont, les petites entreprises et les gros industriels. Donc, je réponds un peu à votre deuxième question. L'innovation est telle actuellement que nous générons de façon continue de nouveaux outils de prise en charge qui sont des médicaments, des outils de diagnostic, on classe mieux les tumeurs, et par les nouvelles technologies, non seulement on va mieux traiter, et par exemple par une imagerie fonctionnelle, on sera moins invasif. Donc nous sommes actuellement à un moment où par le développement des technologies, par le développement de la biologie, les enjeux sont importants et nous devons y aller. Merci. Je voudrais demander à Madame Dautry, donc directrice générale de l'Institut Pasteur, de réagir à cette question. Vous avez parlé en effet de progrès continu, pas à pas, de petits epsilon de science et de technologie qui améliorent la santé. On a cependant l'impression que sur certaines grandes maladies, comme le cancer, le sida aussi, où on attend toujours le vaccin, on est face à des butées fondamentales, épistémologiques même. Est-ce que c'est le cas, Madame Dautry? Oui, je crois que la recherche avance de deux manières. Elle avance pas à pas, avec des progrès qui ont l'air petits si on les regarde tous les jours, mais si on les accumule, 5% d'amélioration d'un traitement, plus 5%, plus 5%, ça finit par faire beaucoup. Et puis le deuxième type de découverte, c'est ce que j'appellerais la découverte de rupture. C'est-à-dire ce qu'on n'attendait pas, le vraiment nouveau, totalement imprévisible, qui va apporter des connaissances, mais par la suite des traitements totalement nouveaux. Il y a un certain nombre de cas où les avancées pas à pas permettent de progresser énormément, et puis en même temps, à un certain moment, on est face à des butées. Et je voudrais prendre l'exemple du sida. L'exemple du sida, vous savez tous évidemment que le virus a été découvert il y a 25 ans. Ce qui est extrêmement positif, c'est que seulement 2 ans après, il y avait un diagnostic qui a sauvé des millions de vies, fruit de la recherche. Que seulement quelques années après, une dizaine d'années après, il y avait déjà des traitements, fruit de la recherche, des liens avec l'industrie pharmaceutique et d'une énorme collaboration internationale. Donc à la fois des progrès extraordinaires, et en même temps, on est face à un mur, parce qu'il y a de plus en plus de cas, et parce que finalement, il faudrait absolument développer un vaccin, et que le point aujourd'hui sur le vaccin, c'est on est face à un mur. Il y a eu un essai thérapeutique qui est un échec, et la conclusion aujourd'hui de tous les spécialistes internationaux, c'est eh bien maintenant, il va falloir repartir vers la recherche plus en amont, pour essayer de comprendre mieux cette infection, pour essayer de trouver quelque chose de nouveau. Et là, je voudrais dire qu'on vit une période extraordinaire. On vit une période extraordinaire parce qu'à la fois, on a une masse de données avec des technologies incroyables qui nous arrivent. On peut aborder les problèmes de santé avec des approches complètement pluridisciplinaires. Et peut-être que les découvertes de rupture viendront par d'autres disciplines, par des collaborations des chercheurs du public, du privé, de l'industrie, mais également des chercheurs d'autres domaines. Et quand on est face à une butée comme ça, je dirais, c'est un peu quand on ne peut pas rentrer dans une maison par la porte, eh ben, il faut essayer la fenêtre, et si la fenêtre ne marche pas, on essaye la cheminée comme le Père Noël. Et on en est un peu là, c'est-à-dire que quand on est face à une vraie butée, ce qui est le cas par exemple sur certaines grandes maladies, comme le sida ou sur le paludisme où on n'a toujours pas de vaccin non plus, il faut remonter en arrière, repartir en remontant ses manches en disant on va repartir à la base par tous les moyens et on va y arriver. Donc je crois que c'est un double message. Il y a des progrès tous les jours et pour le public ça va jamais assez vite et pour nous non plus d'ailleurs. Mais malgré tout, si on regarde pas à pas, ça fait beaucoup. Et puis, il faut qu'on ait des ruptures. Voilà. Merci. Donc, on a des problèmes liés à la connaissance. Dans le domaine de la santé, la technologie, à l'heure actuelle, joue un rôle fondamental également.
Il suffit de se rendre à l'hôpital de nos jours. On a l'impression de visiter un laboratoire de haute technologie, hein, dans certains cas. C'est assez fantastique. Donc je voudrais demander à nos deux représentants de l'industrie présents ici ce que préparent de leur côté, et notamment à monsieur Éric Le Bihan, qui est directeur du programme santé chez Orange, de faire un peu le point. J'ai l'impression que les technologies de l'information, de la communication, l'ordinateur, il est partout dans nos vies, peut-être un peu trop même, il est partout dans nos vies, mais qu'il n'a pas encore pénétré vraiment le secteur de la santé. On n'exploite pas toutes les possibilités là, de l'informatique et des télécommunications. Est-ce que vous confirmez ce point, monsieur Le Bihan ? Tout à fait. Donc c'est pour cette raison que, en partant de cette analyse tout à fait que le secteur de la santé et de la recherche pharmaceutique en particulier est en retard sur l'utilisation des technologies de l'information, que nous avons décidé d'y entrer de plein pied. Et on entend, en fait, on a une ambition très forte qui est d'être le moteur en Europe de la e-santé, donc qui est le mariage réussi des technologies de la communication au sens large, en mobilité évidemment autour de cet outil tout à fait sous-utilisé pour ses capacités dans la santé, que je vais essayer d'illustrer, mais aussi chez vous à l'hôpital. Et donc nous sommes en train de tester au niveau de la recherche et au niveau de l'application maintenant donc ces solutions qui vont essentiellement permettre aux patients, aux médecins, aux laboratoires pharmaceutiques de mieux communiquer, puisqu'aujourd'hui en fait si vous prenez l'exemple de l'hôpital, c'est une informatisation très balkanisée, hein, qui est très peu communicante, même à l'intérieur de l'hôpital. Alors dès qu'on en sort, alors que pour des pathologies comme le cancer, on sait bien que ce qui est important, c'est d'avoir des réseaux de santé avec des intervenants très divers qui sont en mobilité chez eux. Et donc c'est bien autour de cela qu'on pense que on va pouvoir apporter des solutions, parce que technologiquement, en réalité, c'est pas aussi à la pointe, je pense, que ce qui a été évoqué avant moi. Donc c'est assez basique ce qu'il y a à faire, même si bien entendu on travaille aussi à permettre des applications de télémédecine, donc de télédiagnostic, voire de téléopération à distance, mais qui sont peut-être plus limitées en termes d'impact, même si ça nécessite une grande maîtrise technologique pour y parvenir. Et donc, il est clair que nous avons beaucoup à apporter. Par exemple, dans la télésurveillance des malades chroniques, nous sommes en train d'introduire la possibilité de suivre à distance des malades cardiaques qui ont des défibrillateurs implantés en fait sur eux-mêmes, donc qui vont être déclenchés en cas d'arrêt cardiaque, et nous offrons la possibilité de surveiller l'état technique de ces défibrillateurs, et donc on conçoit que par exemple ça peut avoir un impact sur la vie de millions de gens. Et donc plus généralement, nous travaillons à maintenant industrialiser ces possibilités. Nous pensons aussi qu'au niveau des terminaux, donc il y a beaucoup de choses à faire, et nous sommes en train de tester une tablette tactile, très simple, qui permet à des gens qui ne sont pas forcément habitués à utiliser un ordinateur, de pouvoir être en contact permanent en réalité avec leurs experts médicaux ou médico-sociaux, en répondant à un questionnaire journalier, donc, puisque un des grands problèmes c'est la croissance des maladies chroniques avec le vieillissement de la population, et donc nous sommes tout à fait convaincus qu'il y a on devrait accélérer en réalité. C'est un des problèmes qu'on a, c'est de convaincre certains payeurs ou acteurs de la santé qu'on devrait aller plus vite, puisque en fait, si on parle de compétitivité de l'Europe dans la recherche, il est clair qu'on devrait beaucoup plus utiliser lors des tests cliniques, par exemple, le smartphone remis aux patients test, qui ferait qu'on diviserait par deux la durée d'un test clinique, qui sont très coûteux et qui a un impact sur la durée d'introduction. Et bien ça marche pas encore, pour des raisons qui nous échappent un peu, je dois avouer.
Merci. Je me tourne vers Monsieur Jorin, qui est directeur général adjoint de Siemens France, pour vous demander ce qui est en train de se préparer de votre côté, dans votre domaine. Quelles sont les grandes avancées technologiques qui sont en préparation d'après vous? Oui, il y en a deux sur lesquels je vais insister tout à l'heure avec d'ailleurs quelques images. Mais je voudrais rappeler tout d'abord que Siemens est présent dans la chaîne de valeur ajoutée utile pour les médecins, donc dans les cliniques, les hôpitaux ou leurs cabinets. D'une part dans le diagnostic, ce qui est un élément nouveau pour notre groupe, mais il nous a semblé tout à fait essentiel de pouvoir apporter cette capacité, et notamment dans les hôpitaux où on doit pouvoir raccourcir la chaîne pour réduire les coûts et disposer le plus vite possible des diagnostics nécessaires. Deuxième grand domaine où bien sûr vous nous connaissez tous, c'est l'imagerie, qu'elle soit d'origine ultrasonore, qu'elle soit par scanner rayons X, PET scan ou IRM. Et puis enfin la radiothérapie. Alors radiothérapie classique, rayons X, mais je vous montrerai une avancée qui va bientôt pouvoir être mise à la disposition du plus grand nombre. Et puis tout ceci baignant dans des systèmes d'information hospitaliers qui permettent de traiter de manière très professionnelle, avec un workflow comparable à celui qu'on a dans une usine, si vous me permettez l'image. Le patient depuis son entrée aux admissions dans l'hôpital jusqu'à sa sortie, et avec tout ce qui peut aider le médecin à établir le diagnostic, les analyses, les radios de tout type, et enfin son propre avis pour la sortie ou son rapport d'opération. Mais pour revenir donc à des sujets complètement nouveaux, on a utilisé et on continue d'utiliser, mais avec parfois des accidents très graves, les rayons X pour brûler les tumeurs cancéreuses. Et les physiciens qui sont toujours pleins de ressources ont mis à notre disposition, si je puis dire, industrielle, une loi qui est l'effet de Bragg, qui permet, lorsqu'on a un ion, ou un proton d'ailleurs, on en parlait avec le professeur Sahel, de dissiper l'énergie de cet ion lourd, c'est généralement un ion carbone, à une distance et un niveau d'énergie précalculé, et avec un front très raide, c'est-à-dire que pratiquement on la dissipe à une distance parfaitement calculable et avec l'énergie que l'on souhaite pour le traitement. Et donc on peut la dissiper à l'intérieur d'une tumeur qu'on aura préalablement évidemment bien décrite grâce à l'imagerie, et on fait un scan par couche et par balayage comme une image de télévision finalement, en délivrant point par point sur chaque ligne de chaque couche, chaque tranche. Et le gros avantage de ce système, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'énergie dissipée avant l'endroit où on dissipe la quasi-totalité de cette énergie, et après il n'y en a plus du tout. Et on arrive à des précisions qui sont de l'ordre du demi-millimètre au millimètre sur des tumeurs dont le volume peut atteindre 2 litres, donc des cas particulièrement graves. Et c'est tout à fait intéressant, en particulier pour traiter des tumeurs qui sont, par exemple, dans le cerveau ou dans des endroits difficilement accessibles. Et je voudrais vous montrer quelques images, car il s'agit évidemment d'une installation lourde. La première installation expérimentale a été faite à Darmstadt et a permis déjà de traiter 3000 patients. Une deuxième, cette fois-ci industrielle, va être mise en service cette année à Heidelberg. Nous avons reçu la commande pour une autre à Kiel. Et donc le patient reste parfaitement fixe par rapport à la pesanteur, de manière à ce que l'imagerie ayant été faite, il n'y ait plus aucun risque que les organes puissent bouger. Et on a un canon donc, qui va permettre de tirer les lésions lourdes avec l'incidence, l'énergie voulue à la distance voulue, et qui tourne à l'aide d'un énorme portique. Pour donner un ordre de grandeur, le portique actuellement, dans les systèmes d'aimants chauds comme on les appelle, il n'y a pas encore de supraconductivité, pèse 600 tonnes. Et on va voir dans l'image suivante donc le synchrotron qui permet de fournir l'énergie nécessaire, et avec un plan d'ensemble, on voit, image suivante, le synchrotron donc à gauche, 4 chambres, dont une avec un grand portique, les autres permettant de traiter
des tumeurs sur lesquelles il n'y a pas besoin d'angles d'incidence particulièrement compliqués. Et donc ce système est tout à fait révolutionnaire, puisqu'il peut permettre, je ne suis pas cancérologue bien sûr, mais il peut permettre d'avoir des traitements assez denses, assez courts, dans la mesure où l'aspect invasif est beaucoup plus modeste que dans de la radiothérapie rayons X classique. Je vais maintenant passer à un autre domaine, qui est celui de l'imagerie. D'une part pour dire que dans le domaine des scanners classiques rayons X, on a mis au point une machine à double source qui a une durée d'acquisition suffisamment courte pour que, par exemple, on puisse observer le cœur en mouvement sans avoir besoin de réduire le rythme cardiaque avec des bêta-bloquants. Et l'exposition finale en rayons X est beaucoup plus modeste que dans des systèmes classiques. Et par ailleurs, il n'y a pas cette obligation d'injection d'un produit qui parfois peut être mal supporté par le patient. Ici, vous avez une vue de l'extérieur du site de Neurospin, le site du CEA à Saclay, dans lequel sont déjà implantés 2 IRM, donc des systèmes d'imagerie et résonance magnétique nucléaire, de 3 et de 7 Tesla. Les 3 Tesla, on commence à en rencontrer dans les hôpitaux. Le 7, il y en a quelques-unes dans le monde. Et nous préparons un programme avec le CEA, avec Guerbet, pour mettre au point des agents de contraste et de traçage correspondant à la puissance qui va être développée, donc un champ de 11,7 Tesla. Et c'est développé en partenariat franco-allemand avec l'université de Fribourg et bien entendu Siemens du côté plutôt allemand, ainsi que Alstom supraconducteur pour tout ce qui est bobinage à supraconduction. Et ce système donc, fait l'objet actuellement d'une demande de support en termes d'avance remboursable et de financement par Oseo, qui est en cours d'examen pour le côté français à Bruxelles. Donc on espère que ça va aller relativement vite pour permettre de lancer les opérations. L'objectif, c'est d'arriver à avoir une plus grande finesse dans l'examen, notamment du cerveau, de mieux comprendre des maladies neurodégénératives, Alzheimer ou Hodgkin, de mieux comprendre aussi la partie physiologique des maladies comme l'autisme, dont on a déjà commencé à voir sur des machines à 3 Tesla et à 7 Tesla les effets, et donc d'avoir finalement une plus grande précision, probablement de pouvoir détecter de manière plus précoce les maladies et donc les traiter plus tôt, et donc pouvoir en finale diminuer les dépenses en matière de santé publique. C'est aussi un des objectifs de l'hadrothérapie, et c'est ce que nous nous employons à faire pour améliorer finalement les possibilités offertes en matière de santé pour les citoyens. Donc c'est un petit peu paradoxal. Vous proposez donc d'utiliser, de développer ces technologies très coûteuses, j'imagine, pour réduire les dépenses médicales. Alors il y a des équations économiques très compliquées que nous avons notamment travaillé pour le système d'hadrothérapie et qui sont en train d'être regardées, puisque vous savez peut-être qu'en France, il y a un projet qui s'appelle Étoile, dans la région de Lyon, et qui serait comparable à ceux dont j'ai parlé à Heidelberg ou dans le futur Kiel. Et il est effectivement très important de s'assurer du coût global du traitement d'un cancer par rapport aux méthodes classiques d'ores et déjà appliquées. Ce qui amène, selon toute vraisemblance, à travailler en 3/8, 24 heures sur 24, pour rentabiliser un investissement qui est de l'ordre de 120 millions d'euros, pour un fonctionnement qui coûterait de l'ordre de 25 millions d'euros. Ce sont des ordres de grandeur. D'accord, merci. Je propose de terminer ce premier tour de table avec José Sahel, qui est ophtalmologue. Et donc je voudrais vous demander, d'après vous, quelles sont les grandes avancées de la recherche qui se préparent, qui se profilent dans votre secteur? Alors les grandes avancées, elles se situent à plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui rejoint ce qui vient d'être évoqué, c'est l'application des technologies, en particulier informatiques, au handicap, qui jusqu'à présent a toujours été considéré comme un domaine un petit peu en retrait par rapport à la société. La prise en charge du handicap a souvent constitué à plutôt placer les personnes en institution, à leur proposer des moyens de rester à domicile ou dans des emplacements, alors qu'aujourd'hui, avec les technologies qui apparaissent, il est tout à fait envisageable de permettre à quelqu'un de garder son autonomie sans avoir besoin de ce type d'aide. Alors on y reviendra si vous voulez, mais c'est
ces technologies sont très nombreuses aujourd'hui. Il faut simplement les mobiliser. Et c'est une question de volonté scientifique et politique. L'autre aspect, ce sont toutes les thérapeutiques. Alors les thérapeutiques, on peut les classer de différentes façons. Jusqu'à la fin du XXe siècle, on peut dire que c'est la chirurgie qui, en ophtalmologie, a été à l'avancée de tout ce qui a permis de soigner les malades, qu'il s'agisse de la cataracte, qu'il s'agisse de décollement de rétine. On est rentré depuis une dizaine d'années dans une ère beaucoup plus moléculaire où finalement c'est la thérapie génique qui maintenant, vous savez qu'il y a un mois à peu près, ont été annoncés les premiers résultats d'un essai de thérapie génique chez des enfants aveugles de naissance avec une amélioration fonctionnelle chez 4 de ces enfants. Enfin, en l'occurrence, c'était des adolescents. Mais l'essai continue dans le monde entier avec des espoirs importants. Ce sont des maladies rares. Et l'arrivée de médicaments issus directement de la recherche, et en l'occurrence de la recherche en cancérologie. Un des premiers problèmes de santé publique aujourd'hui, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a en France 1,5 million de personnes qui sont malvoyantes ou menacées de l'être à cause du vieillissement de la rétine, et on sait que, avec l'espérance de vie qui va finir par augmenter malgré tout, on sait qu'à 90 ans, 60% de la population est affectée de cette maladie. Une des formes d'évolution de la maladie, c'est la croissance de vaisseaux anormaux sous la rétine, de néovaisseaux, qui ressemblent à ce qui se passe dans un certain nombre de cancers. Et il y a une quinzaine d'années à peu près, des chercheurs qui sont ensuite passés dans l'industrie avaient identifié une molécule très importante pour la formation des néovaisseaux, qui s'appelle le VEGF, qui a été développé en cancérologie comme un médicament très innovant, et qui en ophtalmologie est entré en pratique depuis maintenant 2 ans, avec des résultats au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer, puisqu'il y a une stabilisation de 90% des patients, et pour 30% d'entre eux, une amélioration de la fonction à court terme, mais avec un coût du médicament qui est très élevé. Mais il faut prendre en compte ce que représente le handicap par rapport au coût de ce type de médicament. Alors ces 2 illustrations, il y en a beaucoup d'autres, des innovations qui sont en cours. Nous, on travaille aussi en parallèle dans l'Institut de la Vision sur la rétine artificielle, donc les prothèses électroniques qui sont une illustration de plus de ce que peut la technologie pour ce type de patient. Et il ne faut absolument rien exclure dans ces avenues pour l'avenir, que ce soit de la thérapie génique, la thérapie cellulaire, les méthodes électroniques type prothèse qu'on est en train de mettre en œuvre, pour lequel la Fondation Altran avec M. Audouze a été très impliquée, et aussi donc tout ce qui va représenter les technologies du handicap. Et là, c'est un domaine complètement ouvert devant nous, qui est absolument sous-exploité, sous-utilisé, qui peut représenter à la fois des débouchés industriels importants et surtout une capacité de garder une autonomie pour une population vieillissante qui nous concerne à tous, puisque à peu près 5 millions de personnes sont concernées en France si on accumule dégénérescence maculaire liée à l'âge, complications du diabète et glaucome simplement. Merci. Avant de vous donner la possibilité d'intervenir ou de poser une question à l'un des intervenants, j'ai une question que je soumets au panel ici, puisqu'on parle de recherche médicale. J'ai quand même un souci, c'est que selon plusieurs indicateurs, la recherche pharmaceutique, qui historiquement a toujours été très forte en Europe, est en train de se délocaliser et de sortir des frontières européennes, en particulier vers les États-Unis, l'Asie aussi. Est-ce que on n'a malheureusement pas de représentants de l'industrie pharmaceutique ici, mais c'est une question ouverte donc à l'un des intervenants. Est-ce que vous confirmez ce diagnostic, si je puis dire, et quelles seraient les raisons de cette fuite de la recherche européenne pharmaceutique? Oui, Monsieur Lenoir. Oh oui. Alors je n'ai pas encore noté une fuite aussi importante que ça. Ce que je note surtout, c'est qu'il y a aux États-Unis depuis 25 ans une logique de développement qui n'est pas celle que l'on a su mettre en place en France et qu'on voit en Asie aussi, cette même logique s'appliquer très rapidement. Je m'explique. Je vous ai dit que la connaissance était là et maintenant il fallait accélérer l'innovation. Par le passé, et en particulier en France, en dehors de certains sites, comme l'Institut Pasteur par exemple, où tout est intégré, il y avait d'un côté la recherche d'amont, qui générait ces nouvelles hypothèses, qui permettaient de faire tout d'un coup ces sauts, et puis de l'autre côté le monde industriel, qui faisait sa propre recherche. On sait maintenant qu'il faut mettre sur un même site, dans une même marmite, le système des bioclusters, les acteurs de l'innovation, recherche amont,
mais qui ne sont pas les développeurs. Et les industriels, mais les gros industriels, pourquoi voulez-vous qu'ils soient mieux à même sur leur site d'être plus performants en biologie ou dans les grandes technologies que les grands centres de recherche? Alors peut-être Bell a pu le faire, mais en gros, on sait très bien qu'il faut être capable de faire sortir l'innovation de ces grands centres de formation et de recherche. Et donc l'exemple, le prototype, on peut citer, c'est ce qui s'est passé à Boston. Les industriels ont compris que même s'ils développaient leurs produits en étant basés en Suisse et qu'ils avaient un réseau mondial, il fallait être au cœur de l'innovation. Et il fallait créer des nouveaux métiers. Et les nouveaux métiers, c'est ceux qui permettent de générer les petites entreprises. Donc avoir des pépinières, faire en sorte que le chercheur qui veut créer son entreprise... Et le nouveau gros industriel, il fait quoi? Il rachète les brevets, il rachète les petites entreprises et il s'adapte au marché mondial. Donc je pense que la réponse à votre crainte, c'est la démarche des pôles de compétitivité. La question en France est plutôt de se dire « Ah, on va développer Toulouse par rapport à Paris, Bordeaux par rapport à Lille ». Non, non. Il faut que sur chacun des sites, chacun des grandes régions, avec une vraie logique de développement de projet, on soit capable de trouver quelle est la spécificité, et autour de Pasteur pour l'infectieux, autour de notre site pour le cancer, mais en partenariat, on soit capable d'être dans une logique de développement mondial, parce que c'est ça aussi l'autre point maintenant. Tout ce développement se fait. Donc les bons chercheurs, donc les bons développeurs viendront sur les sites où on leur facilitera la tâche. Alors il est certain qu'en France, puisque je vous ai dit que tout était ancré d'abord sur l'amont, la réforme qui est en cours de l'université, de nos financements de nos systèmes de recherche, nous paraissent à tous, pour le moins, indispensables. Et à nous ensuite, dans la logique des pôles de compétitivité, à s'organiser, comme mes camarades de jeu le font, chacun dans notre spécificité, à mettre sur leur site, nos sites, l'ensemble des acteurs. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne la médecine, nous, autour des hôpitaux innovants, et nous avons très bons hôpitaux, nos structures, la PHP sur Paris, où on est capable de faire ce lien direct avec les entreprises. Mais il faut aller chercher l'amont. Quand on nous parle de développer de nouveaux produits, il faut être capable, dans nos domaines, par exemple, je vous cite un exemple qui se rapproche de l'exemple qui vient d'être cité. Tout à fait d'accord. Ce traitement ciblé, une vision guerrière, hein, on va aller brûler la tumeur, on la cible, on a l'impression d'avoir les militaires. Vous avez vu la source là? Vous avez vu cette source, ce cyclotron? Bon, eh bien nous avons sur le plateau d'Orsay des physiciens très performants qui travaillent à l'université, au CEA, à l'école polytechnique, au CNRS. Vous voyez déjà le problème? Commence à être compliqué. Et qui font du laser. Ils sont connus mondialement, l'école des lasers en France, des prix Nobel. Avec ces lasers intenses, ils sont capables de générer des protons. Il faut qu'on se mette autour de la table. Ces protons, on va les cibler pour traiter les tumeurs et on va ensuite, avec les développeurs, faire la nouvelle machine. Donc il faut faire prendre la mayonnaise, il faut faire en sorte de faciliter les échanges entre le monde académique qui génère le travail. Et là, on a du travail à faire, en France en particulier. C'est un petit peu aussi la logique de l'Union européenne avec ses grands programmes de recherche, de créer des, comme vous l'avez bien dit, des marmites de la recherche européenne qui décloisonnent les recherches au-delà des frontières. Madame Dautry, vous souhaitez intervenir sur cette question? Oui, je voulais juste rajouter, je partage le point de vue tout à fait qui a été exposé, simplement rajouter qu'en fait, il faut réellement qu'il y ait des liens continus entre la recherche académique, les développeurs, les petits industriels, les grands industriels, et retour. Ça doit se faire de façon fluide dans tous les sens, et effectivement, toutes les méthodes de rapprochement, quelles qu'elles soient, permettre des rapprochements culturels. Il y a un énorme problème dans notre pays de culture qu'on doit arriver à partager entre les différents milieux pour qu'on échange facilement et qu'on fasse des allers-retours voilà, de façon plus efficace. Ce que les Américains font bien, si j'ai bien compris votre message, notamment. Je propose de prendre peut-être des questions dans la salle, en particulier. Je pense qu'il y a des micros qui vont se balader. Voilà. Et bon, on a l'honneur d'avoir
le fondateur du salon, avec nous. Merci Jean. Bon, ma question s'adresse à Madame Alice Dautry. On a l'impression, enfin, il y a des avancées considérables, comme viennent de le dire les représentants industriels et puis Monsieur Sahel, dans beaucoup de domaines, y compris la cancérologie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des murs, et les murs, j'ai l'impression qu'ils sont souvent sur les vaccins. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, on a l'impression que depuis l'invention des antibiotiques, la pénicilline, il y a une certaine stagnation dans les nouveaux vaccins, et je voudrais savoir si cette impression un peu, pessimiste est vraie, ou au contraire, on peut espérer dans un avenir proche l'émergence de vaccins efficaces et qui traitent des maladies importantes. Oui, merci pour cette question. Je crois que les vaccins qui datent de Pasteur, qui ont plus de 100 ans, ont connu une période de désintérêt, aussi bien du point de vue des chercheurs que du point de vue des industriels. Finalement, ça marchait bien, ça coûtait pas cher, ça rapportait pas grand-chose, et au fond, une fois qu'on avait vacciné les enfants, c'était pas tellement intéressant. Donc, on n'a pas tellement avancé ni dans la recherche fondamentale, ni dans la recherche industrielle sur ce sujet, parce que voilà. Je pense qu'il y a un énorme changement dans les dernières années. Il y a un énorme changement dans notre prise de conscience collective. Une des raisons qui est perceptible pour le grand public, c'est la menace de grippe aviaire, qui a vraiment changé complètement le point de vue de façon générale, et de se dire qu'au fond, devant un certain nombre de grandes maladies qui nous menacent, c'était quand même la solution la moins chère, la plus efficace, si elle marchait, et de très loin. Du coup, il y a un renouveau d'intérêt considérable, aussi bien des chercheurs que des développeurs, que de l'industrie, à cause de cette nouvelle façon de voir les choses. Et c'est vrai que dans les quelques dernières années, récemment, on a vu des progrès énormes, par exemple sur le développement d'adjuvants, donc simplement quelque chose qui facilite le vaccin, qui fait que simplement on peut réduire la dose. Et si on réfléchit à un cas de grippe aviaire, eh bien si on vaccine 4 personnes au lieu d'une parce qu'on peut réduire la dose, eh bien la production pour le monde est bien plus grande et ça change tout, même si c'est pas grand-chose. Et puis, il y a des maladies comme le sida et le paludisme qui empêchent complètement le développement, il faut quand même le dire, et où de toute façon, il va falloir qu'on arrive à trouver une solution. Et donc, il y a une nouvelle stimulation à tous les niveaux qui fait que la recherche repart en amont. Et peut-être le dernier mot que je voudrais dire, c'est qu'on a cueilli tous les fruits qui étaient en bas de l'arbre. Et la vaccination simple qui consistait à faire des formes atténuées, etc., ça marchait pendant 50 ans. On a tout fait et ça marche extraordinairement bien. Et maintenant, ça on l'a fait, il faut faire autre chose. Et donc, c'est de la recherche. Et il y a maintenant la motivation pour y aller, pour les raisons que je disais, motivation qui est aussi une motivation d'intérêt économique, hein, voilà. Donc il y a bon espoir quand même, mais il y a du travail aussi. Merci. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Et puis vous, un micro arrive. Ma question porte sur la création qui nous a été indiquée de matériel de radiothérapie fine au point de vue localisation. Je voulais vous demander si, premièrement, est-ce que cette méthode pourrait éventuellement intervenir de façon très utile dans les métastases des mélanomes qui sont parfois d'un abord chirurgical délabrant ou impossible, c'est-à-dire est-ce qu'elle permettrait de traiter plusieurs métastases? Et d'autre part, est-ce que ce type d'appareil que vous nous avez signalé pour la première fois installé à Darmstadt va, dans un avenir plus ou moins proche, être disponible en France, à Paris ou ailleurs? Merci. Je crois que la question s'adresse plutôt à Monsieur Gerin. Bon, moi, je ne suis pas cancérologue, donc je ne serai pas capable de répondre sur la question précise des mélanomes. Peut-être pourrez-vous le faire. Simplement, sur le plan technique, la précision de cette machine est très importante et peut permettre de traiter également des tumeurs relativement petites et à des endroits assez inaccessibles.
et sans avoir à se décourager s'il y a beaucoup de métastases, puisque finalement, il suffit de répéter ce qu'on sait faire, de bien programmer en fonction de ce que l'imagerie a permis de mettre au jour. Donc à ce point de vue-là, je pense que cet outil devrait permettre de le faire. À ma connaissance, j'en ai discuté avec le professeur Goodbrot, qui a été le pionnier dans ce domaine à Darmstadt. Il semble que ça a plutôt été fait pour des tumeurs de grande dimension, donc des cas de cancer décelés un peu trop tard, et sur lesquels on pouvait avoir un traitement extrêmement puissant, très ciblé, permettant d'essayer de regagner du temps, si je puis dire, par rapport au développement de la maladie. Mais je ne suis pas spécialiste de cette maladie, bien sûr. Oui, monsieur Lenoir, oui. Un commentaire pour répondre à votre question de plusieurs façons. La première remarque, ces équipements sont à l'étranger, pourquoi pas en France? Alors, attention, il existe déjà des machines de traitement qui s'appellent des machines de protonthérapie, qu'on destine avant tout à traiter des tumeurs peu accessibles dans le cerveau. Et une de ces machines est installée justement derrière un cyclotron de recherche sur le site d'Orsay et était gérée de façon conjointe avant par l'assistance publique Hôpitaux de Paris, l'Institut Gustave Roussy et l'Institut Curie. Et c'est l'Institut Curie, avec sa culture de radiothérapie, qui le reprend et qui fait du développement. La limite, c'est qu'on ne peut pas traiter justement de façon simple ces métastases, c'est plutôt pour des tumeurs très particulières. On vient d'indiquer aussi qu'est en train de se construire à Lyon, sur la base de la logique du développement de la recherche aussi de Grenoble et toute cette recherche en médecine nucléaire, un centre d'hadronothérapie, c'est-à-dire on emploie des ions carbone. Mais médicalement, pour répondre à votre question, on peut actuellement cibler, parce qu'on a beaucoup mieux utilisé actuellement et on a su adapter beaucoup plus finement le traitement de la radiothérapie classique avec des appareillages développés chez tous les producteurs d'appareils qui prennent en compte, par exemple, la respiration du malade. On est capable de traiter des métastases. Le point, souvent, c'est un problème médical, c'est le nombre de métastases, c'est les tissus adjacents, mais on est capable déjà, avec les outils existants, de prendre en charge une partie de ces métastases. D'accord. Je pense, monsieur, vous aviez une question aussi? Messieurs, dames, bonjour. Ouais, ma question s'adresse plutôt à monsieur, parce que ce qui m'a interpellé, c'est plutôt quand j'ai vu votre équipement. Donc, comme je suis en train de réfléchir là-dessus, comment? Tout simplement parce que je me demandais, est-ce qu'il est possible, d'après vous, qu'on puisse trouver des réponses à nos questions telles que l'Alzheimer, Parkinson, en dehors des laboratoires? Si c'est oui, je crois que j'ai trouvé une de ces réponses. La raison pour laquelle je me demande comment je peux le communiquer au milieu scientifique. Vous voyez, n'étant pas médecin moi-même, ni dans le domaine médical, j'utilise tout simplement un chercheur qui a trouvé des produits. C'est la raison qui m'a mené ici au salon. Donc, j'aimerais savoir comment je peux transmettre justement cette découverte au milieu scientifique. Voilà, telle est ma question. Merci. Donc si je comprends bien, votre question, c'est comment en tant que citoyen, homme qui n'est pas de l'art, transmettre une idée, un nouveau traitement au monde scientifique et de la recherche? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Si c'est pour tester des nouvelles molécules, si c'est pour tester des nouveaux appareillages, vous savez très bien que tous nos centres sont ouverts à toutes les innovations. La question, c'est d'avoir un dossier construit, quelque chose de raisonnable. Si c'est de nouvelles molécules, il y a des aspects réglementaires. Comment sont produites ces molécules, quelle est la base. Mais bien sûr que la plupart de nos structures sont ouvertes et nos portes, nos sites internet sont prêts à recevoir toute proposition et on y répond. Attendez le micro. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas scientifique, ni médecin, je n'ai pas fait d'études médicales. Mais c'est tout simplement par un concours de circonstances que j'ai découvert ce produit. Vous voyez, j'aurais su comment l'interpréter scientifiquement, je crois que j'ai déposé un brevet là-dessus. Mais ne pouvons pas le faire, c'est la raison pour laquelle cette découverte n'est pas encore dans le domaine public.
Bon, j'ai téléphoné effectivement à des organismes, tels que des grands centres. Ils n'ont pas cru, si vous voulez. Vous voyez. Donc, je ne venais même pas ici au salon pour cela. C'est tout simplement parce que j'ai vu donc, le scanner de messieurs qui m'a interpellé du fait que la seule solution pour que maintenant que je communique ces découvertes, c'est qu'on s'engage à pouvoir équiper les pays d'Afrique des scanners comme celui-là. Parce qu'effectivement, pour résoudre ce problème, il faut passer par là. Pour l'instant, nos recherches n'ont pas abouti, tout simplement parce que, je vous dis, je ne suis pas du milieu, mais on est trop loin de recherche qui est tout près. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je me souhaiterais franchement pouvoir rencontrer quelqu'un pour qu'on puisse maintenant, parce que j'ai compris que quand vous donnez gratuitement, personne n'en veut, donc trouvons une solution, comment mettre ça à la disposition du public. Merci. Ce que je vous propose concrètement, à mon avis, c'est après la table ronde ici, c'est d'aller visiter, parce qu'il y a donc plusieurs entreprises et laboratoires de pointe présents ici, et de discuter avec les gens qui sont, de profiter vraiment de cet événement, car c'est l'une des particularités du salon ici, justement, de pouvoir mélanger à la fois un public professionnel et des citoyens comme nous tous. Donc voilà, je demande s'il y a encore d'autres questions dans la salle. Non, si ce n'est pas le cas, je voudrais quant à moi peut-être, certainement pas donner un résumé ni une conclusion, hein, je n'ai pas la prétention là, mais traduire quand même certaines choses qui ont été dites pendant le débat. On a souvent dit donc que le progrès, la recherche se construit par petits pas, hein, par petits epsilons de progrès, de changement. Et dans la société médiatisée, médiatique qui est la nôtre, ces petits progrès, ces petits pas de la recherche n'ont pas de visibilité. Ils ne sont pas repris par les médias notamment, qui sont toujours à l'affût des grandes avancées, des grandes ruptures, comme vous l'avez dit. Je ne veux certainement pas ici incriminer, attaquer les journalistes, mais simplement donc dire que tout ce travail de fond, ces progrès quotidiens, ces petits pas, ils sont bien réels. Et c'est un peu le propre aussi de cet événement du salon, cher Jean, j'en suis convaincu, justement de pouvoir mettre des acteurs de la recherche fondamentale, industrielle, en contact avec le grand public, pour montrer comment cela se passe. Parce que tout ce travail de fond, quotidien, permanent, coûteux, laborieux, finalement est peu visible du public. Le grand public, comme on dit, réalise mal, voit mal ce qu'est la recherche au quotidien. Et donc c'est un peu le mérite de cette table ronde aussi, de pouvoir montrer cette face cachée, non médiatique de la recherche. Alors, bon, il y a l'aspect médiatique. Je crois aussi que dans la société actuelle, avec les pressions qui existent sur les chercheurs et les organisations de chercheurs, on a parfois aussi le risque ou la tendance de certains chercheurs à survendre leurs recherches, à surestimer l'impact, les solutions qui viendront de leurs recherches. Bon, je ne sais pas si... C'est une impression toute personnelle hein, que je vous livre là, mais je ne sais pas si vous souhaitez réagir ou commenter cette petite réflexion. Moi, je veux bien commenter parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que, bon, moi je viens du monde académique, même si nous couvrons tous les champs allant de la recherche fondamentale jusqu'à ses applications. Et je crois que les chercheurs sentent tous une énorme responsabilité face à l'attente de la société. Et nous, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Tous les jours, on est d'une impatience incroyable et on s'énerve parce qu'on voit qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'il y a des malades et on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Et on a besoin de faire comprendre ça. Et je crois qu'il faut que nous sachions l'expliquer et que la société comprenne qu'effectivement, on avance tous les jours et ce n'est pas toujours spectaculaire. Et nous vivons dans une société où la communication doit toujours être relativement spectaculaire parce que sinon elle n'attire pas l'intérêt. Et au fond, la vie de la recherche dans le domaine médical, elle est rarement spectaculaire, même si de temps en temps elle l'est, et même si on avance vraiment.
Et donc je crois qu'il faut qu'on arrive à partager une culture commune avec le public, et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse d'être là, moi, et de pouvoir un petit peu échanger avec vous. Et à ce titre-là, à l'Institut Pasteur, on a lancé une opération l'année dernière, qu'on fait une fois par an maintenant, qu'on appelle le Pasteur Don. Et c'est une opération à la radio où, au fond, ce sont des chercheurs qui s'expriment. Alors, beaucoup de chercheurs, chacun avec leur voix, 2-3 minutes, et qui racontent finalement ce que c'est que leur vie, leurs espoirs, leurs difficultés, mais dans la vraie réalité. C'est-à-dire le monde de la recherche médicale, il est fait par des êtres humains qui, comme chacun d'entre nous, a des difficultés, a des espoirs, des ratés, ça avance, ça va jamais assez vite. Et au fond, je crois qu'on a besoin, nous-mêmes, chercheurs, d'arriver à expliquer ça et de faire comprendre que on n'est pas des sorciers, on ne fait pas des miracles, on aimerait bien en faire un peu plus souvent, mais pourtant on avance, voilà. Et donc c'est peut-être ça que je voudrais dire en termes de la manière dont on devrait nous communiquer un peu mieux. Mais ce n'est pas nécessairement spectaculaire, et donc ça ne fait pas un événement qui va faire la une des journaux ou de la télévision, et c'est des fois dommage, voilà. Merci. Donc je propose de terminer ici notre débat. Nous sommes juste dans les temps, sauf s'il y a encore une dernière intervention dans la salle. Oui, madame? Attendez le micro. Merci. Suite à votre remarque, peut-être que s'il y avait un peu plus de transparence également, ça aiderait à ce que la recherche avance et que le public soit plus réceptif. Par exemple, ne serait-ce, si je m'adresse à Monsieur Gerin, pour tout ce qui est côté technique, l'utilisation des IRM. Aujourd'hui, quand on est amené à faire une IRM ou un scanner, on a vraiment peur parce qu'on ne sait pas du tout dans quel hôpital, où c'est l'appareil, le côté technique est le mieux adapté, et en même temps où il y a eu des erreurs, où ça peut être... Il peut y avoir le côté humain, mais aussi le côté technique. S'il y avait simplement une étude peut-être ultérieure, c'est-à-dire quand vous faites vos statistiques, peut-être des études par rapport à toutes ces machines, à l'impact sur l'organisme humain, parce que des fois on va pour un diagnostic, un simple diagnostic, et on se tire avec des choses beaucoup plus compliquées. Et en même temps, s'il y a un peu plus de collaboration, vous parlez de collaboration tripartite entre le milieu de la recherche, l'industrie et l'hôpital, mais peut-être aussi les différents hôpitaux, parce que si on fait une analyse quelconque dans un hôpital et qu'on est amené à un autre hôpital, tout de suite, il n'y a pas du tout de suivi, il faut refaire l'IRM, c'est compliqué, on ne sait plus, et il y a tout le côté psychique, on peut aller pour quelque chose de très simple, de très banal, et on se retrouve dans une angoisse telle qui peut mettre en place plus de maladies. Donc peut-être qu'il y a aussi un côté un peu plus sociétal, statistique à mettre en évidence pour aider à ce que ça soit un peu plus rassurant. Merci. D'accord, donc nous allons proposer que les marmites de la recherche soient construites en verre pour bien percevoir ce qui est en préparation là-dedans. Vous souhaitez réagir? Je peux faire un petit commentaire. Il est bien évident qu'on ne va pas faire de recherche, d'innovation sans le faire de façon citoyenne. Je pense que les questions que vous posez sont réelles, bien sûr, hein, mais on y répond déjà partiellement. Vous avez une crainte, est-ce que ces machines ne sont pas dangereuses pour notre santé? Il existe des agences, alors agences d'État. Mais je voudrais aussi vous rappeler que le monde associatif, soit en tant que consommateur de soins, ou le monde associatif, très présent par exemple pour les maladies génétiques, autour du cancer, autour d'autres pathologies, est aussi un relais très important. Et le patient, l'usager, peut se rapprocher de ces structures. Je vous indique aussi que le système d'assurance maladie, les mutuelles, fait un gros effort aussi pour justement apprécier le parcours que doit avoir le malade et lui faire des propositions pour que son
libre arbitre puisse être quand même, bien sûr, mis en œuvre. Et puis, dernière remarque, votre crainte sur ce dossier où il faut tout refaire, ces choses s'améliorent énormément justement grâce aux nouvelles technologies. Et je peux vous dire que dans une institution comme la nôtre, qui se doit de simplifier, parce que c'est aussi difficile entre un service et un autre, l'ensemble du dossier malade, incluant tous les éléments de biologie, d'imagerie, sont informatisés et sont accessibles à notre correspondant si le malade rentrant chez lui sera traité ensuite dans la proximité, dans un autre hôpital. Donc le malade repartira avec sa disquette. Donc les choses ont beaucoup amélioré dans ce domaine. Alors peut-être que c'est au cours des toutes dernières années, mais je peux vous dire que dans beaucoup de cas maintenant, le malade n'arrive pas avec un dossier papier compliqué ou sans dossier et nous devons tout refaire. Non, ça existe encore, mais maintenant on est capable de transférer cette information exhaustive avec le malade vient donc avec son dossier. Ok, merci. Je propose d'arrêter notre discussion ici, de la poursuivre peut-être dans les coulisses. Collectivement, je vous propose de remercier nos intervenants. Et je vous souhaite une bonne journée. Thank you.